Et si l'institution la plus mystérieuse du monde, le Vatican, cachait des secrets si sombres qu'ils pourraient bouleverser l'histoire de l'humanité? Aujourd'hui, plonge dans une histoire mystérieuse, celle de Leonardo Mancini, un historien intrépide qui a osé pénétrer dans les archives secrètes du Vatican. Ce qu'il y a découvert dépasse l'entendement. Un secret capable de détruire tout ce que nous croyons savoir. Prépare-toi à une plongée dans les ténèbres d'une vérité que personne n'ose dévoiler. Jusqu'à maintenant. Bonjour chers amis. As-tu déjà osé te demander quels mystères insondables le Vatican garde jalousement? Des secrets si sombres que même les prêtres les plus pieux n'osent les évoquer. Aujourd'hui, tu vas découvrir une vérité que l'Église catholique ferait tout pour que tu ignores. L'histoire d'un homme prêt à tout pour lever le voile sur des siècles de silence, de manipulation et de rituels obscurs. Cet homme a tout risqué, sa carrière, sa foi, sa vie. Et ce choix l'a conduit dans une spirale infernale, un cauchemar dont il ne pouvait plus s'échapper. Je m'appelle Joseph et aujourd'hui, je vais te raconter l'incroyable périple de Leonardo Mancini, un historien audacieux qui a exploré les profondeurs interdites des archives secrètes du Vatican. Ce qu'il y a trouvé ne devait jamais voir le jour. Un secret si dangereux qu'il a dû fuir à l'autre bout du monde. Mais a-t-il réussi à échapper aux ténèbres qui le poursuivaient? Plus important encore, quelle découverte pouvait être si explosive qu'elle pourrait lui coûter la vie? Si tu crois avoir déjà entendu toutes les histoires sur les conspirations religieuses, détrompe-toi. Prépare-toi à frissonner devant une vérité que le Vatican ne veut pas que tu connaisses. Avant de continuer plus loin dans cette histoire, abonnez à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits émouvants. Maintenant, découvrons ensemble dans l'ombre des secrets, les mieux gardés du Vatican. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie se terminerait ainsi, caché au bout du monde, sous une fausse identité, attendant la mort comme on attend un vieil ami. Mon vrai nom est Leonardo Mancini, bien que tout le monde ici me connaisse sous un autre. Tu te demandes sûrement pourquoi je prends le risque de parler après tant d'années à me cacher. La vérité, c'est que je dois révéler ce que j'ai découvert, même si cela signifie signer ma propre condamnation. Je suis né dans une petite ville italienne, entourée d'églises centenaires, leurs clochers touchant le ciel. Mon enfance baignait dans la dévotion, des récits de saints et de miracles jusqu'aux sermons résonnant sous les vitraux éclatants. Tout cela m'émerveillait autant qu'il me terrifiait. Mais même enfant, un doute sourd s'insinuait en moi. Je ressentais qu'un poids invisible pesait sur l'Église, un mystère que personne n'osait aborder. Adolescent, ma passion pour l'histoire est devenue une obsession. Chaque livre, chaque récit ancien, était une clé ouvrant une porte vers des vérités oubliées. Mais plus j'apprenais, plus je remarquais l'empreinte omniprésente de l'Église catholique dans les conflits et les intrigues. Comment une institution proclamée sacrée pouvait-elle être liée à tant de sang et de trahison? C'est là que ma foi a commencé à s'effriter, comme un vieux mur craquant sous le poids d'un secret trop lourd. Mes recherches m'ont mené à une guerre en particulier, la guerre de 30 ans. Cet événement semblait être le cœur d'une toile complexe où l'Église jouait un rôle central, ses racines s'étendant à travers chaque bataille, chaque trahison. Mes études m'ont finalement conduit à entendre parler des archives secrètes du Vatican, un lieu aussi fascinant qu'inaccessible, où résideraient les réponses à mes questions. Ce que j'ai découvert là-bas dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Une vérité si terrifiante qu'elle pourrait ébranler les fondements même de la foi. Aujourd'hui, je sais que je suis traqué pour ce que j'ai vu. Mais avant que ma voix ne soit réduite au silence, je veux que toi aussi, tu saches ce qu'ils ne veulent pas que le monde découvre. En Europe, un événement revenait toujours comme une silhouette sinistre dans la brume. La guerre de 30 ans. Ce conflit, qui a ravagé le continent entre 1618 et 1648, semblait bien plus qu'une simple guerre de religion entre catholiques et protestants. C'était un tourbillon de violence et d'intrigue, engloutissant royaumes et principautés, masquant quelque chose de bien plus profond et sinistre. À mesure que j'explorais cette période, un schéma inquiétant apparaissait. L'Église catholique n'était pas une simple spectatrice ou une participante passive. Elle semblait être l'architecte caché, tirant les ficelles dans l'ombre. Des récits de bataille, des accords diplomatiques, des documents éparpillés.
Tous portaient l'empreinte d'une influence invisible, d'une main qui guidait les événements comme un maître joueur d'échecs. Mais les preuves directes étaient insaisissables, comme de la fumée glissant entre mes doigts. Chaque piste semblait soigneusement effacée, chaque document clé manquait. C'était comme si quelqu'un avait méthodiquement réécrit l'histoire pour cacher une vérité inavouable. Et je savais où ces réponses se trouvaient, dans les légendaires archives secrètes du Vatican. Ces archives, un lieu entouré de mystères, de rumeurs et de secrets. Tout le monde savait qu'elles existaient, mais personne ne connaissait leur contenu. Et pourtant, j'étais persuadé qu'elles renfermaient les preuves qui reliaient l'Église à cette guerre, et peut-être à bien plus encore. C'est à ce moment que Mathius Moretti, un collègue universitaire partageant ma soif de vérité, est entré en scène. Audacieux, presque téméraire, il m'a proposé l'impensable, s'infiltrer dans les archives secrètes avec des faux papiers. Et si on entrait tout simplement, m'avait-il dit, un sourire mêlé de courage et de folie sur les lèvres. Le plan était dangereux, presque suicidaire. Mais comment résister? Les réponses que je cherchais étaient là, derrière ces murs gardés par des siècles de traditions et de secrets. Ce fut le début d'une entreprise qui allait nous plonger dans un abîme de danger, d'horreur et de révélations qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Je connaissais les risques. Être découvert signifiait la fin de ma carrière, peut-être la prison, ou pire. Pourtant, une force invisible, presque irrésistible, me poussait à avancer. Était-ce du courage ou du désespoir? Je l'ignorais, mais une chose était claire. Reculer n'était pas une option. Alors, j'ai dit oui. Oui, parce qu'à cet instant précis, rien n'était plus important que découvrir ce qui se cachait derrière ces murs sacrés. Mettre notre plan en marche allait demander plus que de la détermination. S'introduire dans les archives secrètes du Vatican n'avait rien d'une simple visite dans une bibliothèque. La sécurité était stricte, les accès hautement limités, et chaque détail comptait. Mathius, fidèle à son audace, a rapidement obtenu des faux papiers impeccables, forgeant une lettre de recommandation signée d'un influent cardinal. L'histoire? Nous étions des chercheurs spécialistes de l'histoire de l'Église, mandatés pour rédiger une œuvre autorisée, La vérité cachée de la guerre de 30 ans, une perspective catholique. Un titre brillant, pensé pour flatter les sensibilités du clergé tout en masquant nos véritables intentions. Chaque détail était calculé. L'idée que cette recherche mettrait en lumière l'Église comme médiatrice et pacificatrice résonnait parfaitement. Tout semblait crédible, presque trop parfait. Et pourtant, tout fonctionnait. Moins de 24 heures après, nous étions à Rome, déguisés en universitaires respectables, nos mallettes remplies de notes et de documents fabriqués. Le matin fatidique, alors que nous approchions des portes massives du Vatican, une tension presque palpable alourdissait l'air. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'ils ne trahissent notre supercherie. Chaque pas nous rapprochait de ces gardes suisses, leurs regards perçants prêts à déceler la moindre faille. Lorsque nous avons présenté nos papiers, le temps semblait s'arrêter. Le garde a examiné les documents, la lettre du cardinal, puis nos visages. Chaque seconde s'étirait, chaque geste devenait une éternité. Puis, d'un simple geste de la main, il nous a autorisés à entrer. Nous étions dedans. Ces lourdes portes de bois se sont refermées derrière nous, et c'était comme si le monde extérieur s'effaçait. À cet instant, tout devenait irréel. Les murs épais et silencieux semblaient nous observer, comme si le Vatican lui-même comprenait l'audace de notre mission. Franchir ce seuil, c'était pénétrer dans une autre réalité, un espace hors du temps. Les couloirs s'étendaient devant nous, sombres et solennels, leurs étagères chargées de secrets enfouis depuis des siècles. L'atmosphère était étouffante, mais une étrange exaltation me gagnait. J'étais enfin sur le point de toucher du doigt la vérité. Ce que j'ignorais alors, c'était jusqu'où cette quête allait me mener, et le prix que j'allais devoir payer pour révéler ses secrets. Une seule erreur, un seul regard trop attentif, et tout pouvait s'effondrer. Mais à ce moment-là, rien d'autre n'importait. Nous étions à l'intérieur.
Et le compte à rebours avait commencé. À cet instant, nous étions confiants. Tout au fond de moi, je sentais que nous étions prêts pour tout ce que le Vatican pourrait nous opposer. Passer ces portes, c'était comme franchir une frontière invisible, quitter le monde ordinaire pour plonger dans un labyrinthe de secrets et de mystères. Là, au cœur du Vatican, se tenaient les archives secrètes, et ce que j'y ai découvert allait transformer à jamais ma vision du monde. Mais ça, mon ami, c'est une histoire pour une autre partie de ce récit. Quand Matthus et moi avons enfin franchi les lourdes portes, traversant les couloirs silencieux du Vatican, chaque pas amplifiait une tension presque insupportable. Nous nous attendions à une atmosphère pesante, envahie par les ombres des secrets enfouis, où chaque visage croisé serait celui d'un vieil homme austère, farouche gardien des mystères contenus entre ces murs. Mais, contre toute attente, nous avons rencontré quelqu'un d'inattendu, quelqu'un qui n'avait rien à voir avec cette image figée. C'est ainsi que nous avons fait la connaissance d'Anna Parisi. Archiviste au Vatican depuis quelques années, elle avait été désignée pour nous assister exclusivement dans nos recherches. Anna semblait presque hors contexte, comme une fleur fragile poussant au milieu de la pierre froide. Jeune, probablement dans la vingtaine, ses yeux vifs débordaient de curiosité. Ses cheveux foncés, légèrement ondulés, encadraient un visage à la fois doux et déterminé. Quand elle parlait, ses gestes, empreints de délicatesse, laissaient entrevoir une force intérieure maîtrisée. Elle nous a accueillis avec un sourire désarmant, éloigné de la froideur rigide des autres employés du Vatican. Il y avait en elle une chaleur humaine, un éclat qui semblait étranger à cet univers austère et silencieux. Anna était différente, cela se voyait immédiatement. Contrairement à tous les archivistes que nous avions croisés jusque-là, elle n'affichait ni crainte ni hésitation lorsqu'elle manipulait les anciens documents, certains scellés depuis des siècles. La plupart des autres employés semblaient paralysés par une peur presque irrationnelle. Toucher ces papiers leur semblait une transgression, comme s'ils risquaient de réveiller des vérités qu'il aurait mieux valu laisser dormir. Mais pas Anna. Elle abordait chaque document avec une combinaison saisissante de respect et de détermination, comme si elle tenait entre ses mains quelque chose à la fois sacré et puissant. Ses gestes étaient précis, délicats, empreints d'un respect qui dépassait l'obligation professionnelle. Lorsqu'elle déroulait un parchemin antique ou feuilletait un manuscrit prêt à se désintégrer, ses yeux brillaient d'une fascination presque contagieuse. Elle ne voyait pas ces documents comme de simples archives poussiéreuses, mais comme des fragments vivants de l'histoire, porteurs d'une vérité précieuse. Au début, je dois l'avouer, j'étais méfiant. Matthus et moi n'avions pas prévu de rencontrer quelqu'un comme Anna, quelqu'un qui, d'une certaine manière, semblait partager notre insatiable quête de savoir. Mais au fil des jours, une complicité naturelle s'est installée entre nous. Je réalisais peu à peu que pour elle, ce travail n'était pas qu'un emploi, c'était une mission, une quête aussi personnelle que la nôtre. En vérité, Anna était plus intrépide que nous. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement une fascination brûlante. C'était comme si elle savait que ces pages recelaient des secrets trop importants pour être ignorés. Et, en la regardant, je comprenais que nous n'étions pas seuls à vouloir percer les mystères de ces murs anciens. Anna, d'une manière discrète mais irrépressible, était l'allié dont nous ne savions pas que nous avions besoin. Ensemble, nous avons commencé à explorer les couloirs interminables et les étagères poussiéreuses des archives secrètes. Chaque document que nous manipulions semblait chargé d'un poids historique presque tangible. Nous passions au peigne fin des collections entières de manuscrits, écrits dans des langues anciennes et ornés de symboles étranges. Les semaines s'étiraient en des journées de plus en plus longues. Parfois, la notion du temps s'effaçait et nous travaillions tard dans la nuit, assis autour de tables en bois usé, éclairés par de faibles lampes dont la lumière vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs anciens. Il y avait une magie étrange dans ce silence profond, brisé uniquement par le bruissement des pages tournées et le frôlement des doigts sur le papier vieilli. Tous les trois, nous plongions corps et âme dans ces registres mystérieux, déchiffrant des codes oubliés, traduisant des textes en latin archaïque
et dévoilant des pages qui semblaient n'avoir été touchées par aucune main humaine depuis des siècles. Certains documents étaient si fragiles que nous devions les manipuler avec des pinces spéciales, mais jamais Anna ne montrait la moindre hésitation. Peu à peu, Matthus et moi avons appris à lui faire entièrement confiance. Elle était autant investie dans cette quête que nous, et son aide s'est révélée indispensable. Grâce à elle, nous avons eu accès à des documents que nous n'aurions jamais découverts seuls. Des journaux de cardinaux, des rapports secrets, des lettres codées. Chaque découverte nous rapprochait d'une vérité qui semblait terrifiante et grandiose à la fois. Une vérité que beaucoup auraient préféré garder dans l'ombre. Si j'avais su alors ce que nous allions déclencher, peut-être aurais-je choisi un autre chemin. Mais à cet instant, entouré des murs anciens et imprégné de l'excitation de la découverte, aucun de nous n'était prêt à reculer. Nous étions au seuil de révélation qui allait bouleverser à jamais notre perception de l'Église et de l'histoire. Une nuit, nous avons dépassé nos limites. Plongés dans nos recherches, nous étions restés bien au-delà des heures autorisées, absorbés par un document contenant des détails troublants sur des accords secrets entre l'Église et des rois européens durant la guerre de 30 ans. Quand j'ai levé les yeux vers l'horloge, il était déjà 3 heures du matin. Sans hésiter, le cardinal entra dans l'ouverture, tenant toujours la bassine, et le tableau se referma derrière lui, scellant le passage comme s'il n'avait jamais existé. Nous sommes restés figés, incapables de croire ce que nous venions de voir. Je sentais une sueur froide glisser le long de mon dos. Anna porta une main tremblante à sa bouche pour étouffer un souffle de choc, tandis que Matthus restait pétrifié, le visage livide. Des milliers de questions me traversaient l'esprit. Que cachait ce passage? Pourquoi un cardinal agirait-il ainsi, en pleine nuit? Et que signifiait cette bassine dorée? À cet instant, je savais que nous étions sur le point de franchir une limite dont nous ne pourrions jamais revenir. La bassine, visiblement ancienne, semblait être un artefact cérémoniel. Quant au cardinal, sa manière de se déplacer et l'éclat étrange de ses yeux dans l'obscurité donnaient à la scène une aura irréelle. Tout en lui semblait décalé, presque irréel, comme si nous avions été témoins d'un secret que nul ne devait connaître. À cet instant précis, une pensée glaçante traversa mon esprit. Et si cette salle des archives n'était qu'une façade? Toutes ces semaines passées à fouiller les documents, à éplucher des registres poussiéreux. Et si le véritable cœur des secrets de l'Église était dissimulé derrière ce mur, dans cette pièce secrète? Une salle accessible uniquement aux figures les plus influentes, comme ce cardinal vêtu de noir. Après son entrée dans cette mystérieuse ouverture, nous avons rassemblé nos affaires en silence, le cœur battant à tout rompre, et avons quitté les lieux aussi discrètement que possible. À la sortie du Vatican, les gardes, suspicieux de notre présence tardive, nous interrogèrent brièvement. Grâce à Anna, qui travaillait sur place, nous avons pu justifier notre retard en prétendant avoir perdu la notion du temps. Ils fouillèrent nos affaires sans rien trouver de suspect et nous laissèrent partir. Une fois dehors, un silence pesant s'installa entre nous. Anna marchait la tête basse, les yeux rivés au sol, manifestement troublée. Matthus, d'ordinaire le plus rationnel et stoïque, avait le visage tendu, marqué par l'inquiétude. Nous l'avons raccompagné à son appartement avant de nous séparer, chacun en proie à ses propres pensées. Cette nuit-là, le sommeil m'échappa. L'image du cardinal pénétrant dans cette pièce secrète tournait en boucle dans mon esprit comme un cauchemar éveillé. Qu'est-ce que l'Église pouvait cacher là-dedans? Et pourquoi autant de mystères? Plus je tentais de trouver une réponse, plus l'idée de découvrir la vérité devenait une obsession. Au petit matin, épuisés mais déterminés, nous nous retrouvâmes dans un café près du Vatican. Les cernes profonds sous nos yeux trahissaient notre manque de sommeil, mais une énergie fébrile nous animait. Une fois assis à une table isolée, je pris la parole, le regard fixé sur mes 2 compagnons. « Je vais entrer dans cette pièce », déclarai-je fermement, brisant le silence. Peu importe les risques. Ce qu'il cache là-dedans, c'est ce que nous cherchons depuis le début. Anna releva brusquement la tête, ses yeux agrandis par la surprise. Matthus, lui, secoua la tête avec une désapprobation palpable. « Tu es complètement fou, Léo », murmura-t-il en jetant un coup d'œil nerveux autour de nous.
Si quelqu'un t'attrape là-dedans, tu risques bien plus qu'une simple réprimande. Tu pourrais tout perdre. C'est trop risqué, ajouta Anna d'une voix hésitante, bien que je pouvais percevoir une pointe d'hésitation. Je savais qu'elle était partagée, tiraillée entre la peur et une curiosité dévorante. Le cardinal que nous avons vu, sa cape noire, cette bassine, ce ne sont pas de simples éléments de décoration. C'est dangereux, Léo. Ils avaient de raison, je le savais. Mais quelque chose, au plus profond de moi, refusait d'abandonner. Nous étions allés trop loin pour reculer. C'était comme si toutes les réponses que nous avions cherchées pendant des semaines se trouvaient derrière cette porte. Et je sentais que, si nous renoncions maintenant, tout notre travail serait vain. Inspirant profondément, je croisai leurs regards et répondis avec une détermination renouvelée. Je comprends les risques, mais nous n'avons pas traversé tout cela pour reculer maintenant. Vous le savez autant que moi. Il y a quelque chose là-dedans, quelque chose qui pourrait changer tout ce que nous savons. Nous devons le découvrir, peu importe le prix. Anna et Matthus échangèrent un regard, luttant visiblement contre leur propre peur. Après un long silence, Matthus poussa un soupir résigné. « D'accord, finit-il par dire. Mais si on le fait, alors on le fait correctement. Pas en pleine nuit. Il faudra un plan. » Un mince sourire apparut sur mes lèvres. Nous étions enfin alignés. Peu importe ce que l'Église cachait derrière ce mur, nous étions déterminés à le découvrir, même si cela signifiait franchir une limite qu'il serait impossible de retraverser. Il fallait agir en plein jour, pendant l'un de ces rares moments où la salle des archives se vidait presque entièrement. C'est ainsi qu'une idée prit forme, tenter d'entrer pendant l'heure du déjeuner. À ce moment précis, la majorité des archivistes quittaient les lieux pour manger, laissant l'endroit presque désert. Ce laps de temps serait notre fenêtre d'action, mais cela exigeait une préparation méticuleuse. Pendant 3 jours, nous avons étudié la routine de la salle. Chaque fois que nous nous y rendions pour travailler, nos regards ne quittaient pas la porte secrète dissimulée derrière le grand tableau. Nous étions constamment à l'affût du moindre détail, cherchant à comprendre qui pouvait se trouver là et à quel moment. Cependant, un problème majeur persistait, une table placée juste devant ce mur. Un archiviste s'y installait presque toujours, consultant des documents ou prenant des notes. Ouvrir le passage en toute discrétion semblait impossible. Mais le 4e jour, la chance tourna. En arrivant tôt ce matin-là, nous constatâmes avec étonnement que la table était vide. Aucun archiviste en vue. L'opportunité que nous espérions depuis des jours se présentait enfin. Je regardais Anna et Matthus, et ils hochèrent la tête, prêts à passer à l'action. Ils s'assirent à la table déserte, feignant de consulter des papiers, mais leur véritable mission était claire. Veiller à ce que personne ne nous surprenne. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je m'approchais du mur où trônait le tableau imposant. De près, il était encore plus fascinant, une œuvre magistrale du Vatican, regorgeant de couleurs et de symboles religieux. Mais je savais que ce n'était qu'une façade, une porte déguisée. Je passais mes doigts sur les bordures du tableau, cherchant un indice, un mécanisme. Puis, presque par accident, je sentis une petite faille dans la moulure. C'était subtil, presque imperceptible. Je tirai doucement, m'attendant à ce que quelque chose cloche. Mais, à ma grande surprise, le tableau glissa sur le côté dans un mouvement fluide, révélant une entrée étroite et obscure. Je jetai un regard rapide à Anna et Matthus, toujours à leur poste, avant de m'engouffrer dans le passage. L'air à l'intérieur était froid, lourd, comme chargé de secrets anciens. La salle était petite, presque étouffante. Des étagères en bois sombre couvraient les murs, mais contrairement aux archives principales, elles n'étaient pas surchargées. Ce qui manquait en quantité était compensé par l'aura de mystère et de puissance qui émanait des lieux. Les documents présents semblaient antiques, des parchemins jaunis, reliés de cuir, ornés de sceaux et de symboles étranges. Certains portaient des inscriptions dans des langues qui me semblaient oubliées depuis des siècles. Je tendis la main vers le premier document, mes doigts tremblants. En déroulant lentement le parchemin, je sentis l'ampleur de ce que nous venions de découvrir.
Les mots inscrits dessus étaient à peine croyables. Ils parlaient de pactes obscurs, de rituels anciens, d'invocations réalisées par des hommes d'église eux-mêmes. Ces récits dépeignaient des événements surnaturels qui avaient non seulement influencé la guerre de 30 ans, mais également façonné des pans entiers de l'histoire européenne. Mon souffle se coupa. Ces secrets, ces ténèbres cachées au cœur du Vatican, ils n'auraient jamais dû être vus par des yeux étrangers. Pourtant, je savais que cette découverte changerait tout. Pas seulement ma vie, mais la manière dont nous percevrions l'histoire elle-même. Et c'était là, sous mes yeux, écrit noir sur blanc. C'est là, sous mes yeux, que j'ai trouvé la preuve indiscutable. Le Vatican s'était engagé dans des pratiques si troublantes qu'elles hanteraient les nuits du plus stoïque des hommes. Parmi les documents, j'ai découvert des récits glaçants, détaillant l'influence directe de l'Église catholique sur les dirigeants européens durant la guerre de 30 ans. Mais ce n'était pas seulement une question de politique. Ces pages révélèrent des rituels, des conspirations et des pactes d'une nature que je n'aurais jamais pu imaginer. Un frisson me parcourut en lisant, pour la première fois, des témoignages de rituels de sang menés par des prêtres dans des châteaux isolés, au paroxysme de la guerre. Ces secrets, gardés depuis des siècles, ne devaient jamais être dévoilés. À cet instant, je compris que ma vie venait de changer à jamais. L'air dans cette pièce étroite et obscure semblait s'alourdir, saturé par les mystères qu'elle renfermait. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. Chaque seconde comptait, car le risque de se faire surprendre était omniprésent. Pourtant, l'idée de quitter cet endroit en abandonnant ces révélations m'était insupportable. Ces documents interdits, ces vérités terribles que nous avions si longtemps cherchées, étaient enfin entre mes mains. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je prenais des notes fébriles, mes doigts tremblants sous l'émotion et la peur. L'idée qu'à tout moment quelqu'un puisse découvrir la porte ouverte ou pire, m'y trouver, me hantait. Je devais agir vite. J'ai pris mon téléphone avec une précaution extrême et appelé Matthus, qui attendait dans la salle principale avec Anna, tous deux jouant leur rôle d'étudiants studieux. Il répondit immédiatement, sa voix tendue. « Je peux sortir ?» ai-je demandé, tentant de masquer mon anxiété. Un silence s'installa. J'imaginais Matthus balayant la pièce des yeux, évaluant la situation. Puis, il murmura. « Attends, quelqu'un passe juste devant le tableau. Reste où tu es, ne bouge pas. » Mon souffle se coupa. Une peur glaciale m'envahit, pareille à une décharge électrique. Si cette personne remarquait quoi que ce soit, tout serait perdu. Immobile à l'entrée de la salle secrète, je retenais ma respiration, serrant mes papiers contre moi. Les secondes s'étirèrent en une éternité. Enfin, la voix de Matthus revint, presque chuchotée. « C'est bon, tu peux sortir. La voie est libre. » D'un geste rapide mais silencieux, j'ouvris le passage secret de l'intérieur et refermai le tableau derrière moi. En rejoignant Anna et Matthus, j'essayais de paraître calme, mais je savais que mon visage trahissait mon trouble. Anna posa une main inquiète sur mon bras. « Leonardo, tout va bien ?» demanda-t-elle, ses yeux cherchant les miens. J'étais loin d'aller bien. Inspirant profondément pour calmer le chaos de mes pensées, je leur racontais ce que j'avais vu. Les inscriptions, les sceaux, les documents décrivant des rituels et des invocations. Tout cela semblait si irréel que j'avais l'impression de narrer une fiction macabre. Pourtant, je savais que c'était la vérité, et ce n'était qu'un début. « Il faut qu'on y retourne », dis-je, serrant le bras de Matthus, la voix tremblante d'urgence. « Il y a bien plus là-dedans. Ce que j'ai vu n'est que la surface. Si on trouve d'autres documents, on pourra tout prouver. » Matthus secoua la tête, visiblement déstabilisé. La peur déformait ses traits. Après un long moment de silence, il finit par déclarer « Non, Léo, je ne peux pas. C'est de la folie. On a déjà pris trop de risques. Si tu te fais prendre là-dedans, c'est fini. Je suis désolé, mais je ne peux pas te suivre là-dessus. » Son refus était clair, et bien qu'il soit mon ami, je voyais qu'il avait atteint ses limites. Le poids de cette aventure était trop lourd à porter pour lui. Pourtant, au fond de moi,
je savais que je n'abandonnerais pas. Ce que j'avais découvert, ce que je sentais encore enfoui derrière ce tableau, exigeait que je retourne là-bas, avec ou sans lui. J'essayais désespérément de convaincre Mathus. Je lui rappelais que nous étions si près de la vérité, que tout ce que nous avions cherché pendant des mois était à portée de main. Mais rien n'y faisait. Il était inflexible. Mathus ne franchirait pas cette porte, et son regard disait tout. Il avait atteint sa limite. C'est alors qu'Anna, jusqu'ici silencieuse, intervint. Sa voix, douce mais ferme, coupa l'air comme un couteau. « J'irai avec toi. » Mathus et moi nous sommes tournés vers elle, stupéfaits. Quelque chose avait changé dans son regard. Ce n'était pas de l'insouciance ni de l'audace irréfléchie, mais une détermination presque féroce. Elle connaissait le danger. Elle savait que nous risquions bien plus que notre sécurité. Pourtant, une flamme brûlait en elle, un désir de vérité qui surpassait sa peur. « Si nous voulons découvrir ce qu'il cache, alors je veux être là pour le voir aussi, » continua-t-elle, résolue. « Nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité. » Mathus soupira, frustré. Il savait qu'aucun mot ne la ferait changer d'avis. Il haussa les épaules, vaincu. « Faites ce que vous voulez, » murmura-t-il, la voix lourde de résignation. À partir de cet instant, Anna devint ma partenaire dans cette quête périlleuse. Nous étions liés par ce besoin irrépressible de découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Chaque fois qu'une ouverture se présentait, lorsque la pièce était vide, ou que les surveillants semblaient distraits, nous retournions devant ce tableau. Mathus restait en retrait, jouant son rôle d'alibi, nos affaires éparpillées sur la table, pour donner l'illusion que nous étions toujours là. Tirer ce tableau pour révéler le passage secret n'a jamais cessé de nous électriser. À chaque fois, l'adrénaline montait, comme si nous ouvrions une porte vers un autre monde. L'atmosphère de la pièce interdite était oppressante. L'air semblait s'y alourdir à chaque visite, comme si les secrets qu'elle abritait nous enveloppaient davantage. Avec le temps, une étrange réalité s'imposa. Tous les documents n'étaient pas écrits dans des langues que nous connaissions. Il y avait des codes, des symboles d'une complexité fascinante, et certains d'entre eux semblaient liés à des cultes oubliés depuis longtemps. Anna m'aidait à manipuler ces textes avec soin, notant chaque détail, des sceaux aux mots énigmatiques, en passant par les formules cryptiques. Nous passions des heures à déchiffrer ces pages. Du latin archaïque aux codes alchimiques, chaque fragment semblait pointer vers des rituels sinistres et des pactes obscurs. Des histoires de sacrifices, de forces invoquées pour contrôler les esprits, pour déclencher des catastrophes naturelles ou pour semer la terreur sur les champs de bataille. Plus nous avancions, plus l'ampleur de ce que nous avions découvert devenait terrifiante. Ce n'était pas simplement une question de pouvoir politique ou religieux. C'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. Une utilisation du surnaturel pour modeler l'histoire elle-même. Nous avons trouvé des récits qui glacèrent le sang, des prêtres invoquant des forces capables de répandre des pestes, de provoquer des hallucinations collectives ou de manipuler les éléments. Des tempêtes jaillissant de nulle part pour anéantir des armées ennemies, des soldats sombrant dans la folie en plein combat, des rois changeant brusquement de position politique comme s'ils avaient été ensorcelés. L'Église ne se contentait pas de prêcher la foi. Elle utilisait des moyens inimaginables pour asseoir son contrôle, invoquant des forces au-delà de la compréhension humaine. Et plus nous explorions, plus nous réalisions que ce que nous avions découvert n'était qu'un fragment d'une vérité bien plus sinistre. L'Église manipulait le surnaturel pour diriger les guerres et, avec elle, le destin de l'Europe. Nous savions que nous jouions avec le feu. Une seule erreur, un faux pas, et tout pourrait être anéanti. Mais l'attrait de la vérité était plus fort que la peur. Chaque fois que nous pénétrions dans cette salle secrète, l'abîme semblait nous appeler, et nous continuions à chuter sans même nous en rendre compte. Ce fut lors d'une après-midi étouffante, alors qu'Anna et moi étions plongés dans une nouvelle session de recherche, que nous avons enfin trouvé quelque chose qui allait tout changer. À cette époque, nous allions de plus en plus loin dans les documents interdits, comme deux plongeurs s'aventurant dans une caverne sous-marine sans fin,
toujours conscient que chaque nouvelle découverte pouvait être notre dernier pas avant le point de non-retour. À chaque visite dans la salle secrète, j'avais l'impression de déranger une bête endormie. Et cet après-midi-là, nous l'avons réveillée. Nous étions en train de feuilleter un vieux livre relié en cuir noir, si ancien que la poussière s'envolait au moindre contact. Ce journal, écrit en latin archaïque, était un méli-mélo d'abréviations et de symboles. Nous avons passé des heures à le déchiffrer, traduisant chaque passage, prenant des notes frénétiques. C'est alors qu'Anna, dans une page collée par le temps, a trouvé un petit morceau de papier plié, quelque chose de caché là depuis des siècles. Elle l'a ouvert délicatement, et nos yeux se sont agrandis en découvrant ce qui y était écrit. La lettre parlait d'une organisation secrète, une légende jusqu'alors inconnue, l'Ordre du Silence. Rien qu'évoquer ce nom envoyait des frissons dans le dos. Ce document révélait que cet ordre protégeait les secrets les plus sombres de l'Église à tout prix. Le ton était glacial, méthodique, décrivant leurs opérations comme la défense de la vérité sacrée. Mais il n'y avait rien de sacré dans ce qu'ils faisaient. La lettre laissait entendre que l'ordre était responsable de réduire au silence toute menace qui oserait exposer les véritables fondements des rituels et des pactes cachés par l'Église. Et quand je parle de réduire au silence, je parle bien de l'éliminer purement et simplement. Anna commença à lire le passage le plus choquant à voix basse, comme si elle craignait que le simple fait de parler trop fort puisse attirer l'attention. Le texte disait que ceux considérés comme des menaces pour l'ordre devaient être purifiés. La voix sacrée guiderait leurs mains pour réduire à jamais au silence les langues qui oseraient défier le voile du secret. À cet instant, il n'y avait plus de doute. L'ordre du silence ferait tout pour protéger ses secrets jusqu'à la mort. Et le pire, c'est que nous étions désormais en première ligne. Dès que nous avions franchi le seuil de cette salle, nous étions devenus des cibles sans même le savoir. Anna ferma la lettre lentement, son visage pâle comme si tout le sang avait quitté sa peau. Elle me fixa du regard, et je compris instantanément ce qu'elle pensait. Jusqu'où cet ordre irait-il pour nous faire taire? À partir de cet instant, il n'était plus possible d'ignorer le danger. La recherche de la vérité n'était plus une simple enquête. C'était une course contre la montre. Nous nous enfoncions toujours plus profondément dans les secrets les plus sombres du Vatican, et l'ordre du silence nous surveillait de près. Cet après-midi-là, lorsque nous avons découvert l'existence de l'ordre du silence, nous avons su que tout avait changé. C'était comme si le sol sous nos pieds était devenu soudainement fragile, prêt à s'effondrer à tout moment. Nous ne pouvions plus garder tout cela pour nous. Il était temps de parler à Mathus, parce qu'il était celui qui surveillait la zone pendant que nous explorions les archives. Le crépuscule tombait lorsque nous nous retrouvâmes dans un bar discret, loin des lieux habituels, pour pouvoir parler sans crainte d'être écoutés. Dès que nous nous sommes assis, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas chez Mathus. Il semblait nerveux, ses yeux cherchant une menace invisible autour de lui. Nous avons commandé nos boissons, et j'ai commencé à lui raconter ce que nous avions découvert à propos de l'ordre du silence. À mesure que je parlais, son visage devenait de plus en plus pâle, comme si toutes les couleurs s'étaient évaporées de sa peau. Il resta silencieux pendant un long moment, fixant la table. Puis, enfin, il murmura quelque chose qui me glaça. « Je pense qu'ils savent. » Sa voix était basse, tremblante. Ses mains étaient tellement moites que le tissu sous sa paume était déjà trempé. « Comment ça, ils savent ?» demanda Anna. Mathus nous regarda tous les deux, les yeux écarquillés, remplis de peur. Il prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage pour enfin parler. « Ces derniers jours, pendant que je surveillais la salle pour vous, j'ai remarqué qu'on me surveillait. Au début, je pensais que c'était dans ma tête. Mais maintenant, avec toute cette histoire de l'ordre du silence, je commence à comprendre. Tout ça prenait un sens nouveau. Ils étaient là, immobiles, simplement à me fixer. Chaque fois que j'essayais de soutenir leur regard, ils détournaient les yeux, mais finissaient toujours par revenir à moi. Anna et moi, nous échangions un regard préoccupé, un regard qui disait tout. Ce que Mathus disait avait un poids.
Si l'ordre du silence agissait pour protéger ses secrets, alors il ne faisait aucun doute qu'il finirait par remarquer ce que nous faisions. Et Matthus, étant le plus visible de nous trois, serait la première cible. Il passa ses mains dans ses cheveux, les secouant, comme s'il essayait de se libérer d'une pression invisible. « Je ne peux pas continuer comme ça, » dit-il, la voix brisée, presque inaudible. « Je ne peux pas prendre ce risque. » Ses yeux brillaient de peur. « S'ils savent, s'ils me surveillent vraiment, je dois partir. Je dois rentrer chez moi. » Le choc fut instantané. Matthus, celui qui avait toujours été notre ancre, celui qui gardait la tête froide, se trouvait à cet instant au bord de l'effondrement. Le voir ainsi, terrifié, me fit réaliser à quel point la situation était devenue dangereuse. J'essayais de le raisonner, de lui dire qu'il restait tant à découvrir, mais il était déterminé, obstiné. « Tu devrais venir avec moi, Léo, » murmura-t-il, sa voix emplie de désespoir. « Prenons le premier train, fuyons tout ça. On doit oublier. Ces gens, cet ordre, ils sont bien trop dangereux. On n'a aucune chance contre eux. Si on reste, on est mort. » Je savais qu'il avait raison. Un danger invisible nous guettait. Mais en même temps, une force irrésistible me poussait à ne pas fuir. Pas après tout ce que nous avions découvert, pas après avoir mis le doigt sur la vérité. « Je ne peux pas partir, Matthus, » dis-je en secouant la tête, la détermination se lisant dans chaque geste. « Je dois terminer ce qu'on a commencé. Je dois tout mettre en lumière. Je ne peux pas juste abandonner. » Matthus me fixa, incrédule, comme si je venais de prononcer un non-sens. Il se tourna vers Anna, espérant sans doute qu'elle le soutiendrait. Mais elle baissa la tête, consciente que nous partagions la même décision. Dans un accès de colère, Matthus frappa violemment la table, faisant sursauter quelques clients autour de nous. « C'est de la folie, Léo. Tu le sais, non? On a dépassé les bornes, là. Ça va nous coûter la vie, nos vies. Cet ordre. Ils ne nous laisseront pas faire. Ils feront taire quiconque ose exposer la vérité, peu importe qui il est. » Il se leva brusquement, prit son manteau, et laissa quelques billets sur la table, comme un adieu. Je tentais de l'arrêter, de lui dire quelque chose, de le convaincre de changer d'avis, mais il ne m'écouta pas. Il tourna les talons, et partit précipitamment, sans jeter un regard en arrière. À cet instant, il semblait qu'une partie de nous partait avec lui. Matthus disparut de Rome, prenant le premier train pour chez lui, s'éclipsant aussi soudainement qu'il était apparu. Anna et moi restâmes là, silencieux, entourés par les bruits étouffés du bar. Nous savions, au fond de nous, qu'il avait raison sur un point. Nous avions franchi une ligne. Il n'y avait plus de retour possible. Mais la quête de la vérité, cette recherche inlassable, nous consumait. Et malgré la peur, je savais que nous irions jusqu'au bout, même si cela devait nous coûter la vie. Les jours suivant le départ de Matthus, Anna et moi continuâmes, plus déterminés que jamais. Chaque journée semblait plus longue, chaque regard croisé dans la rue plus suspect. Mais nous poursuivions, rassemblant toutes les informations possibles, chaque document trouvé dans la salle secrète des archives du Vatican. Notre rapport prenait forme, lentement mais sûrement, chaque page étant une révélation, une brèche dans le voile que le Vatican s'efforçait de maintenir intacte. Notre travail était minutieux, mais urgent. Chaque ligne que nous écrivions semblait trancher la vérité de tout ce que l'Église cachait. Nous voulions que le monde sache, et nous savions les risques. Mais rien ne pouvait nous arrêter. Le plan était simple. Chaque soir, nous nous retrouvions dans l'appartement d'Anna, transformé en un quartier général. Les notes, les transcriptions, les photos, tout était éparpillé sur les tables, les chaises, les étagères. Là, nous travaillions sans relâche, traçant les grandes lignes de notre rapport final qui allait exposer les secrets les plus occultes du Vatican. Et puis, ce matin-là, quelque chose se produisit. Je me souviens être sorti tôt de chez moi, le cœur battant, en me dirigeant vers l'appartement d'Anna. Nous étions à 2 doigts de finaliser notre rapport. Plus que quelques détails à ajuster, et tout serait prêt pour l'envoyer à nos contacts dans les médias du monde entier. Ce jour-là, nous allions accomplir notre mission. Lorsque je suis arrivé à l'immeuble d'Anna,
Un étrange pressentiment m'a envahi. La porte d'entrée était entr'ouverte, comme si quelqu'un était passé en toute hâte sans prendre la peine de la fermer correctement. Mon cœur s'est accéléré à chaque pas, grimpant les escaliers jusqu'à son appartement. Devant la porte, je l'ai vue, entr'ouverte, laissant échapper un aperçu inquiétant du salon. Un frisson glacé m'a parcouru. Anna ne laisserait jamais la porte dans cet état, surtout après tout ce que nous savions. J'ai appelé son nom, d'abord une fois, puis deux, mais il n'y a eu que le silence. Poussant la porte doucement, ce que j'ai découvert m'a paralysé. L'appartement était un chaos total. C'était comme si un ouragan avait tout balayé. Les tiroirs étaient ouverts, des papiers jonchaient le sol, les meubles avaient été déplacés, et des livres, des vêtements, des documents, étaient éparpillés partout. Il semblait qu'on avait fouillé chaque recoin, cherchant quelque chose, ou quelqu'un. J'ai commencé à la chercher frénétiquement, appelant son nom dans chaque pièce. Aucun signe d'elle. Mais pire encore, le rapport, tout notre travail, avait disparu. Chaque document, chaque preuve que nous avions collectée, tout était parti. Mon cœur battait à tout rompre, et la peur m'envahissait. Et si l'ordre du silence était venu pour Anna? Et si elle avait été capturée? Je me suis précipité pour l'appeler, une fois, deux fois, trois, mais rien. Chaque appel qui tombait sur sa messagerie diminuait un peu plus l'espoir qu'elle aille bien. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. L'idée qu'Anna ait été capturée, ou pire, tuée, me poignardait le cœur. Et l'absence du rapport signifiait que tout ce que nous avions découvert avait disparu. Comme si cela n'avait jamais existé. Je devais fuir, quitter Rome avant qu'il ne soit trop tard. Sans réfléchir, j'ai couru hors de l'appartement d'Anna, descendant les escaliers à toute vitesse. Chaque pas résonnait dans le vide, amplifiant ma panique. J'ai pris le premier taxi que j'ai vu, lui ordonnant de m'emmener à mon appartement. Mais le trajet n'était qu'un flou, mon esprit hanté par des visions d'Anna torturée ou de l'ordre du silence qui me poursuivait, prêt à me faire taire. Lorsque nous sommes arrivés devant mon immeuble, mon monde s'est effondré. 3 hommes en costume noir se tenaient devant l'entrée. Un peu plus loin, une camionnette noire attendait. Ces hommes ne semblaient ni des voisins, ni des employés. Ils étaient immobiles, comme s'ils attendaient quelque chose, ou quelqu'un. Je ne les avais jamais vus, mais j'avais l'impression qu'ils savaient exactement qui j'étais. Le chauffeur du taxi m'a regardé, attendant que je sorte, mais je me suis penché en avant et lui ai murmuré d'accélérer. Il m'a observé un instant, confus, mais en voyant la détermination sur mon visage, il a compris. Nous avons foncé à travers les rues de Rome. Je savais que je ne pouvais pas retourner chez moi. L'ordre m'avait trouvé, et ils attendaient pour agir. Quelle que soit la destinée d'Anna, je savais que j'étais le suivant sur leur liste. Mon esprit tourbillonnait. Retourner dans ma ville était impensable. Je mettrais mes proches en danger. Je ne pouvais compter sur personne. Je devais disparaître. C'est alors que l'idée du Mexique m'est venue. C'était loin, hors de l'emprise directe du Vatican. Là-bas, je pourrais me cacher. J'avais dans ma mallette quelques notes et documents relatifs aux archives secrètes, mais c'était tout ce qu'il me restait. J'ai quitté Rome ce soir-là sans un regard en arrière. Avant de partir, j'ai appelé Mathus pour lui expliquer la situation, lui demander d'avertir mes parents que je ne reviendrais pas. Je lui ai demandé de leur dire que j'avais disparu, qu'ils ne s'inquiètent pas. Et alors que l'avion décollait, laissant Rome derrière moi, je me suis demandé ce qu'il était advenu d'Anna. Était-elle vivante? Verrais-je un jour la fin de cette histoire? Mais au fond, je savais que je ne la reverrais jamais. C'est ainsi que je disparus. Fuyant, loin de Rome, avec ce qui restait de nos découvertes, hanté par la peur constante que l'ordre vienne me chercher. À chaque nouveau lieu, la routine était la même. Je m'installais rapidement, gardant ma mallette à portée de main, sans attirer l'attention. Je ne devais pas me lier à quiconque. Dès qu'un regard trop insistant ou un inconnu semblait trop curieux, je partais. Parfois, je me réveillais en pleine nuit, persuadé que quelqu'un essayait de pénétrer dans mon appartement. Mais la porte était toujours fermée, et je n'étais jamais qu'un simple homme seul. Du moins, c'est ce que je croyais. Je ne pouvais plus être Leonardo Mancini.
Cet homme-là était mort pour le monde. Alors, j'ai dû me réinventer, encore et encore. Le premier mois au Mexique, j'étais Enrique. Le suivant, José, puis Carlos. Chaque identité était une nouvelle vie, construite sur des faux papiers, des mensonges habilement tissés. Je disais à ceux que je rencontrais que j'étais un journaliste retraité, à la recherche de tranquillité. Parfois, je prétendais être un écrivain en quête d'inspiration. Mais chaque histoire était une armure, une tentative désespérée de me protéger d'un ennemi invisible. Malgré tout, il était impossible d'oublier qui j'étais réellement ou ce que je portais en moi. Arriver au Mexique, c'était comme atterrir sur une autre planète. La langue, les odeurs, les couleurs, tout était étranger. Les rues pavées, les marchés débordant de vie, les musiques envoûtantes qui résonnaient à toute heure. En d'autres circonstances, j'aurais été émerveillé. Mais je n'étais pas un touriste, j'étais un fugitif. Chaque jour, la peur me rongeait un peu plus. Même sous le soleil éclatant, une ombre semblait toujours planer au-dessus de ma tête. L'ordre du silence n'était pas une menace qu'on pouvait laisser derrière soi. C'était une entité omniprésente, toujours prête à frapper. Alors, j'ai adopté une règle d'or. Ne jamais m'attarder. J'ai mené une vie de nomade urbain, passant d'une pension modeste à un appartement exigu, puis à une maison isolée dans un village où personne ne posait de questions. Maintenant, je ne suis plus qu'un vieil homme. Après des années de fuite, je sais qu'il est temps de tout raconter. La peur a perdu son emprise sur moi, car la vérité est désormais plus importante que ma propre sécurité. J'ai commencé à écrire. Chaque détail, chaque complot, chaque secret enfoui dans les documents qu'Anna et moi avions découverts dans les entrailles du Vatican. Je n'ai qu'une fraction de ce que nous avions trouvé, mais ma mémoire est gravée de ces révélations. Raconter tout cela, c'est signer ma condamnation. L'ordre du silence viendra, je le sais, mais cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que la vérité soit révélée. Les sombres secrets du Vatican, leur influence insidieuse sur l'histoire, leur manipulation des événements mondiaux. Tout cela vous appartient maintenant. Vous avez le pouvoir de décider. Ignorer ces révélations ou les rendre publiques. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Peut-être que lorsque vous entendrez cette histoire, je serai déjà mort. Peut-être que vous ne saurez jamais ce qui m'est arrivé. Mais peu importe. Vous savez désormais ce qu'il voulait cacher, et c'est tout ce qui compte. Le choix est entre vos mains. Avant de partir, chers voyageurs de l'inconnu, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a captivé, laissez un like, abonnez-vous, et partagez-la avec ceux qui, comme vous, aiment plonger dans l'obscurité des mystères non résolus. Activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines révélations. Et surtout, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine histoire. Soyez prudents. Et souvenez-vous, même dans l'ombre, la vérité finit toujours par émerger.